Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Bonne lecture. Nous abordons aujourd'hui au cours de cette vidéo la deuxième leçon de géographie sur la Corée du Sud intitulée La Corée du Sud, une puissance économique émergente. Ainsi, dans cette vidéo, nous allons identifier et caractériser les secteurs d'activité économique de la Corée du Sud, c'est-à-dire les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Nous analyserons les performances de l'économie sud-coréenne, mais également les limites de son modèle de développement. Et enfin, nous allons apprécier les politiques mises en place pour résoudre les problèmes de développement économique. Sans plus tarder, passons en revue le secteur primaire sud-coréen, un secteur moderne mais de plus en plus marginal. Le développement du secteur primaire de la Corée du Sud s'est fait autour de décisives réformes agraires et agricoles initiées par les dirigeants sud-coréens. La première grande réforme dans le secteur agricole en Corée du Sud est une réforme agraire. En effet, avant l'industrialisation du pays, l'agriculture sud-coréenne était caractérisée par le petit système agricole avec les fermes locatives. 85% des agriculteurs pratiquaient l'agriculture sur des fermes louées car la quasi-totalité des terres agricoles étaient détenues par de grands propriétaires fonciers. Le gouvernement va entreprendre d'importantes réformes agraires qui se traduiront par le rachat et la distribution des terres agricoles aux petits exploitants. Au total, 60% des terres en Corée du Sud ont été transférées aux agriculteurs par le biais de la réforme agraire. La deuxième grande réforme agricole va s'opérer à partir des années 1960 pendant l'industrialisation. Sous l'impulsion du général Park Chung-hee, le gouvernement lance 2 plans quinquennaux pour améliorer la qualité et la productivité dans le secteur agricole en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Le gouvernement effectue des projets de développement rural d'envergure en procédant à l'extension des terres agricoles, l'aménagement des systèmes d'exploitation rationnelle de l'eau. Park Chung-hee lance la campagne de la Révolution verte qui s'est traduite par le développement de nouvelles variétés de riz, telles le tongjil, la mécanisation des travaux agricoles, la lutte contre les ravageurs. Ces mesures vont permettre d'augmenter significativement les rendements des variétés générales de riz par unité de surface qui passent de 3,5 millions de tonnes à la fin des années 1960 à 5 millions de tonnes à la fin des années 1970. La troisième grande réforme s'inscrit dans le cadre de la libéralisation du commerce international. La République de Corée engage des négociations de nombreux accords de libre-échange avec plusieurs pays et organisations régionales pour protéger et contrôler son marché intérieur tout en garantissant la compétitivité de ses exportations. Elle va bénéficier dans ce contexte du statut préférentiel de pays en développement au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui lui permettra particulièrement de protéger sa production locale de riz par l'imposition de tarifs douaniers exorbitants à l'importation de cette denrée. Après avoir présenté les différentes réformes et politiques agricoles adoptées par la Corée du Sud, passons maintenant à l'analyse des caractéristiques de l'agriculture sud-coréenne. Petit 2. Une agriculture hautement intensive et efficiente. L'agriculture sud-coréenne est l'une des plus performantes au monde. En effet, le pays pratique une agriculture intensive et ultra-moderne, qualifiée d'agriculture de précision. Elle est caractérisée par l'observation et l'analyse des paramètres climatiques à travers l'usage des nouvelles technologies telles que l'imagerie par satellite et les technologies de l'information. Les engins, outils et intrants performants sont massivement utilisés dans le processus de production, plantation, traitement, récolte. Grâce au progrès de la mécanisation et de la modernisation agricole, la production de riz, culture de base du pays par exemple, connaît une production de plus de 3,5 millions de tonnes par an, assurant ainsi l'autosuffisance du pays. La Corée du Sud est aussi un producteur de coton, de tabac, de chanvre, de sésame, de ginseng, etc. Elle produit aussi de l'orge, du maïs, du sorgho, du soja,
de la pomme de terre. Les productions de fruits et légumes comprennent le raisin, la mandarine, la pomme, l'oignon vert, le poivre vert, etc. Le secteur agricole a toutefois une contribution marginale au PIB. Il représentait en 2020 1,83% du PIB et employait environ 4% de la population active. Ce secteur reste aussi confronté à de nombreux défis. Hormis le riz, la Corée du Sud est très dépendante des importations de plusieurs produits agricoles dont les productions ne sont pas substantielles pour couvrir la consommation nationale. L'évolution des habitudes alimentaires des Sud-Coréens, avec une forte tendance à leur occidentalisation, la constante sensibilité des consommateurs à la sécurité alimentaire accentue cette dépendance alimentaire. La République de Corée est également confrontée au vieillissement de sa population agricole. En effet, le pays connaît déjà une baisse continue de la natalité et les activités agricoles n'attirent plus les jeunes. Ces derniers préfèrent s'orienter de plus en plus vers les activités tertiaires sous l'effet de la forte croissance économique et de la modernisation fulgurante du pays. Un autre défi auquel l'agriculture est confrontée est que le potentiel de production agricole est très limité car les 2 tiers du pays sont formés de montagnes et de collines. Ainsi, moins du quart de sa superficie est propice à la pratique agricole. L'urbanisation galopante contribue à la réduction considérable des surfaces cultivables. L'agriculture sud-coréenne se trouve aussi confrontée à une contrainte majeure sur le marché international. Récemment, le pays a été obligé d'abandonner son statut préférentiel de pays en développement à l'OMC et de se conformer aux règles du commerce international en ouvrant davantage son marché intérieur aux autres pays. Ces nouvelles orientations internationales fragilisent le secteur agricole sud-coréen, fortement subventionné et longtemps encadré par des mesures protectionnistes étatiques très efficaces. Après l'agriculture, nous allons toujours dans le cadre du secteur primaire aborder la filière pêche, une filière entre pression maritime et dépendance extérieure. Avec 2413 km de littoral sur la mer Jaune et la mer Orientale et un réseau fluvial dense, comme nous l'avons déjà vu dans la première vidéo, la Corée du Sud dispose d'importantes ressources en eau propices aux activités halieutiques. Les pêches hauturières et côtières qui se pratiquent avec une flotte moderne et le développement de l'aquaculture favorisent d'importantes productions halieutiques. Le port de Busan est la plus grande base de pêche en Corée du Sud. Les principales espèces capturées sont le thon, la courbine, le calmar, les anchois, les palourdes, etc. Les productions halieutiques en baisse constante sont estimées à plus de 1,3 million de tonnes par an. Elles ne couvrent toutefois pas la consommation nationale et le pays reste fortement tributaire des importations de produits de mer pour combler ces déficits. De nombreux défis auxquels est confrontée la filière pêche accentuent les importations massives de produits de mer. En effet, la proportion de pêcheurs au large et sur la côte baisse de façon drastique avec le vieillissement de la population et le faible attrait de l'activité pour la jeune génération. La mer Jaune qui borde la Chine et les 2 Corées est aujourd'hui le théâtre de conflits maritimes et de guerres de pêche entre Chinois et Coréens. La tension militaire permanente entre Sud et Nord-Coréens limite le potentiel d'exploitation halieutique de cette zone de pêche. Il faut aussi ajouter que la pêche illicite à grande échelle menée dans ces eaux territoriales par certains de ses voisins accélère l'épuisement des ressources halieutiques sud-coréennes. Nous venons de présenter le secteur primaire de la Corée du Sud. Nous allons maintenant, dans le cadre de cette deuxième partie, évoquer le secteur secondaire, un secteur diversifié à la pointe de la technologie. Et dans une première partie, nous allons évoquer les phases de l'industrialisation, à savoir de l'industrie manufacturière légère à l'industrie de pointe. La fulgurante croissance industrielle de la Corée du Sud est perceptible en 3 phases. La première phase est celle de l'industrie manufacturière légère. Elle s'amorce sous le régime de Syngman Rhee 1948 jusqu'en 1960. En effet, le potentiel industriel et les ressources naturelles étant majoritairement détenus par la Corée du Nord à la fin de la guerre de Corée en 1953, le gouvernement sud-coréen entame le processus du relèvement industriel par la mise en place d'une industrie manufacturière légère. 2 domaines vont particulièrement constituer le socle industriel du pays.
Il s'agit de l'agroalimentaire avec un accent particulier sur le développement des trois blancs, le coton, le sucre et la farine, et du domaine textile qui va porter sur le tissage et la confection des fils, de vêtements, etc. Cette première phase, basée sur la production locale de biens de consommation non durables et sur l'industrie manufacturière légère, va se structurer à partir des années 1960 et devenir une dynamique industrie d'exportation de biens primaires, les textiles, les vêtements, les chaussures, etc. La deuxième phase porte sur l'industrie lourde qui débute à partir des années 1960 sous l'impulsion du général Park Chung-hee. La politique industrielle sud-coréenne est orientée vers l'industrie lourde avec le lancement de la campagne HCI, Heavy and Chemical Industry, c'est-à-dire les industries lourdes et chimiques. Des conglomérats privés, appelés les chaebols, sont sélectionnés et soutenus financièrement et sur le plan fiscal pour conduire cette politique industrielle à l'exemple de la POSCO dans la sidérurgie. Les secteurs de la sidérurgie, de l'automobile, des produits chimiques, de la construction navale connaissent un essor remarquable. La troisième phase est celle de l'industrie de pointe. En effet, les chocs pétroliers des années 1970 et la concurrence commerciale internationale vont essouffler la campagne HCI. Dans les années 1980, la menace militaire croissante de son voisin, la Corée du Nord, et les enjeux de la sécurité nationale incitent la Corée du Sud à s'orienter dans le développement des systèmes de communication, de surveillance et d'écoute. Le pays va très rapidement percevoir la dimension hautement stratégique des industries de l'informatique et de l'électronique à l'échelle internationale. Des investissements massifs seront donc effectués dans ce secteur à travers les chaebols, la formation, la recherche et développement. Aujourd'hui, la Corée du Sud est un des leaders incontestés des industries de la haute technologie au monde. Voyons maintenant dans un deuxième point les caractéristiques de l'industrie sud-coréenne. Un tissu industriel très structuré et mondialement compétitif. Le tissu industriel sud-coréen est structuré autour de grands conglomérats appelés les chaebols et porte sur divers secteurs stratégiques. Nous avons l'industrie lourde qui comprend la sidérurgie dominée par la POSCO qui est le quatrième producteur mondial d'acier. Nous avons aussi la construction navale avec Hyundai Heavy Industry, le secteur automobile avec les grands constructeurs comme Hyundai, Kia, Daewoo est fortement concentré dans les provinces de Gyeonggi, de Gyeongsang du Nord, mais également dans le Gyeongseong du Sud. Nous avons aussi l'industrie électronique, incarnée par les chaebols de dimension internationale comme LG et Samsung. La Corée du Sud est un des leaders à l'échelle mondiale dans la production d'appareils électroménagers, des semi-conducteurs, des équipements informatiques et de télécommunications. Ils sont en grande partie localisés dans les provinces de Gyeonggi et de Gyeongsang du Sud. Toujours dans le tissu industriel, nous avons l'industrie énergétique structurée autour de Korea Electric Power Corporation, la plus grande compagnie d'électricité. Les centrales thermiques sont concentrées dans les provinces de Gyeongseong du Sud et de Gyeongsang du Sud, alors que les centrales nucléaires sont en grande partie dans les provinces de Gyeolla et de Gyeongsang. Nous avons également l'industrie de la pétrochimie avec Sunkyung Group, le leader de cette filière dans le pays. Enfin, nous pouvons évoquer l'industrie agroalimentaire qui englobe les secteurs de la transformation, de la commercialisation des aliments et des services alimentaires. L'industrie représente 32,6% du PIB et emploie environ 24% de la population active en 2021. Nous allons terminer l'étude du secteur secondaire par l'analyse des difficultés de l'industrie sud-coréenne. Le secteur industriel reste confronté à des handicaps majeurs. Le faible potentiel de la Corée du Sud en ressources minières la rend fortement dépendante d'importations massives pour ses besoins en ressources énergétiques telles que le pétrole, le gaz naturel liquéfié, le charbon et l'uranium. Les caractéristiques physiques contraignantes du territoire coréen ne favorisent pas le développement à grande échelle de l'hydroélectricité qui représente une faible part des ressources d'énergie. Il faut aussi dire que l'industrie sud-coréenne est confrontée à la rude concurrence du marché mondial menée surtout par ses voisins asiatiques comme la Chine, le Japon et d'autres pays émergents comme l'Inde, l'Indonésie, etc. Il faut aussi souligner que l'industrie de la haute technologie souffre d'une pénurie de plus en plus forte de matériaux de base
notamment pour les semi-conducteurs. La dernière partie de cette vidéo va porter sur l'étude du secteur tertiaire, un secteur prépondérant dans l'économie sud-coréenne. En petit 1, nous allons voir la structure du commerce sud-coréen. Les exportations de la Corée du Sud sont principalement constituées de produits électroniques et de la haute technologie, les appareils électroménagers, les semi-conducteurs, les équipements informatiques et de télécommunications, etc. Mais aussi des véhicules automobiles et des bateaux, des huiles de pétrole, des produits agroalimentaires, etc. Quant aux importations, elles sont constituées essentiellement des huiles brutes d'hydrocarbures, des équipements électriques, des circuits intégrés et micro-assemblages, des minéraux bitumeux, etc. Au niveau des partenaires commerciaux, les principaux clients de la Corée du Sud sont la Chine, les États-Unis, le Vietnam, Hong Kong, le Japon, etc. Il faut aussi noter que ses principaux fournisseurs sont également la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Arabie Saoudite, le Vietnam, etc. Sa balance commerciale est régulièrement excédentaire. Ses intenses activités commerciales se structurent autour de la puissante place boursière du pays, la Korea Exchange, qui détient aujourd'hui une forte capitalisation boursière évaluée à plus de 2000 milliards de dollars. Passons maintenant au petit 2 qui va porter sur les infrastructures de communication et de télécommunications denses. La République de Corée dispose d'un réseau routier dense de plus de 110 000 km de routes, dont près de 4 800 km d'autoroutes. Le réseau ferroviaire s'étale sur 4 100 km de rails et relie Séoul, la capitale, aux grandes villes du pays. Le réseau ferroviaire urbain s'étend sur 500 km, dont plus de 300 km à Séoul. La République de Corée compte par ailleurs une vingtaine d'aéroports, dont l'aéroport d'Incheon, le plus important du pays, qui accueille plus de 35 millions de passagers par an. On dénombre également une vingtaine de ports, dont celui de Busan, le plus dynamique du pays, par son trafic de conteneurs intense. Au niveau numérique, la Corée du Sud est réputée être le pays le plus connecté au monde, avec un réseau Internet haut débit de qualité permettant au pays de disposer de la vitesse de connexion Internet la plus rapide au monde. L'importante couverture nationale en fibre optique et la vulgarisation optimale de la technologie 5G assurent cette aisance numérique à la Corée du Sud. Nous allons maintenant aborder le secteur touristique, un secteur très prometteur. L'industrie du tourisme en Corée du Sud s'affiche comme l'une des plus dynamiques et attractives au monde. Les attractions touristiques, les monuments historiques et religieux, les musées, les espaces verts et parcs, les jeux et divertissements sont nombreux dans les grandes villes, notamment à Séoul, la capitale. Les sites naturels et la diversité des petites îles favorisent l'organisation d'importantes excursions touristiques. L'attractivité de l'industrie touristique s'est accentuée avec le phénomène vague coréenne ou Hallyu, qui fait référence à la popularité de la culture pop coréenne à travers la musique, la mode, les séries télévisées et films. Les nombreux festivals culturels organisés par les différents districts sont de véritables attraits touristiques. L'industrie touristique sud-coréenne est fortement soutenue par le tourisme local. Les touristes étrangers en provenance des pays voisins asiatiques représentent 75% des touristes étrangers en Corée du Sud. En 2019, plus de 17,5 millions de touristes ont visité la République de Corée. Toutefois, il faut dire que la crise sanitaire mondiale du Covid-19 a fortement impacté ce secteur et limité son potentiel d'exploitation. Retenons pour terminer que le secteur tertiaire dans son ensemble représente 57,1% du PIB et emploie 70,2% de la population active. Voilà, nous sommes au terme de cette vidéo sur la Corée du Sud, une puissance économique émergente. N'hésitez surtout pas à partager pour permettre à un grand nombre de bénéficier de ces ressources.